Comme je connaissais pas le... Bon, je vais m'habituer au micro. Je connaissais pas l'audience, je savais pas nécessairement de quoi je devais parler ou pas. J'avais inclus les éléments sur les situationnistes. Je pense que je vais les mettre de côté parce que j'ai l'impression que vous êtes assez familier avec le groupe Son Histoire. Ce qui m'amène au deuxième point, puis peut-être le point de départ de mon exposé, qui est l'influence des idées situationnistes, l'influence actuelle, mais dans l'université, dans les médias, dans des groupes extérieurs aux groupes situationnistes en tant que tels. Ces idées-là paraissent à plusieurs personnes, donc extra-situationnistes, pour ainsi dire, pouvoir permettre d'éclairer des problèmes actuels. Qu'est-ce qui se passe dans le passage des idées situationnistes en dehors des groupes situationnistes? C'est un peu ce qui m'intéresse aujourd'hui. En se tournant aujourd'hui vers ces théories, en les transplantant ainsi en dehors du contexte d'interaction sociale où elles sont nées, est-ce qu'on n'en modifie pas le sens? C'est ma question. Est-ce qu'on risque pas, pour ainsi dire, d'en arracher les racines? Ma communication porte sur cet enracinement. Je me demanderais s'il existait une adéquation entre, d'une part, les règles d'interaction des groupes situationnistes, donc les règles d'interaction pratiques qui constituaient ces groupes en tant que groupes, d'une part, et d'autre part, la théorie du spectacle développée par Guy Debord, qui est devenue, pour ainsi dire, la théorie du groupe situationniste. Plus spécifiquement, au-delà même d'une simple adéquation, je me demanderais comment les règles d'interaction pratique qui constituaient le groupe situationniste ont pu disposer favorablement ses membres envers l'idée d'une théorie d'une société du spectacle. Par là, je suggérerais de quelle manière la théorie du spectacle peut être amenée à se transformer avec la modification actuelle de son contexte d'utilisation. Pour aborder la question, je me tournerai vers la méthode dite d'analyse culturelle, développée par l'anthropologue Mary Douglas. Donc, je mettrai davantage d'emphase sur cette théorie, étant donné que peut-être qu'elle est moins connue. Ma communication touche donc à 3 sujets. D'une part, les règles d'interaction dans le groupe situationniste. D'autre part, la théorie du spectacle. Et troisièmement, l'analyse culturelle. C'est un vaste programme à traiter en 20 minutes, donc j'avais quelques choix méthodologiques à faire. L'histoire de l'IS est riche en événements qui touchent à mon sujet. La théorie du spectacle pourrait faire l'objet d'une discussion qui dépasse facilement 20 minutes. Pour ne pas me perdre dans les détails, puis en fait la richesse des matériaux historiques, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire par l'analyse culturelle. L'analyse culturelle est une théorie qui vise à comprendre les interactions entre l'action socialement située et la pensée, et donc entre les relations sociales et la culture. En présentant cette théorie, je relèverai les caractéristiques des interactions sociales et des conceptions du monde qu'elle prétend pouvoir expliquer et la nature de l'explication qu'elle en propose. J'aborderai ensuite mon objet historique en me demandant si ces caractéristiques supposées sont présentes dans l'histoire de l'IS et dans la théorie du spectacle. En partant chaque fois de l'analyse culturelle, je procéderai donc par une série d'allers-retours entre la théorie sociologique et l'objet historique étudié au moins de cette théorie sociologique. Ce faisant, je me livrerai une approche extrêmement globale de la question qui ne pourra malheureusement pas rendre justice à la richesse des matériaux historiques abordés et à toutes les nuances qui nécessairement devraient être apportées. Ces matériaux, par ailleurs, seront discutés de manière beaucoup trop allusive. J'espère que cette dernière lacune n'empêchera pas ceux de vous qui découvrent aujourd'hui les situations de suivre le fil de la discussion. Je l'ai dit, l'analyse culturelle est une théorie développée par Mary Douglas afin de comprendre les interactions entre l'action et la pensée, entre les interactions sociales et la culture, le symbolisme et les conceptions du monde. La théorie s'intéresse aussi bien à l'influence de la culture sur le social que du social sur la culture, en montrant comment une forme de vie renforce une conception du monde qui peut à son tour renforcer une forme de vie. La théorie peut ainsi éclairer la stabilité relative des formes de vie et des conceptions du monde. Pour parvenir à ce but, l'analyse culturelle propose une comparaison de différentes formes de vie sociale. L'analyse culturelle est construite sur l'idée que la vie sociale met en jeu 2 dimensions. La théorie propose donc 2 contrastes. Douglas dispose ces 2 contrastes sur un diagramme cartésien. Ainsi, l'analyse culturelle distingue 4 différentes formes idéales typiques de vie sociale. La dimension horizontale est celle du groupe. Le groupe se mesure à la manière plus ou moins forte dont le groupe s'affirme dans la conscience de ses membres. Douglas distingue 2 tendances possibles. Elle oppose les sociétés où l'identité du groupe est forte, c'est-à-dire celle où le contraste entre eux et nous est fortement marqué,
Aux sociétés où l'identité du groupe est faible, celle où le même contraste est peu marqué, le diagramme place les groupes forts à droite, les groupes faibles à gauche. La dimension verticale est celle des interactions personnelles. Elle désigne la nature des règles d'interaction entre les membres du groupe, les règles qu'invoquent ces membres lorsqu'ils cherchent à se justifier et à exiger des justifications d'autrui, lorsqu'ils se présentent les uns aux autres des demandes et des justifications. Ces règles sont-elles déjà déterminées par la tradition du groupe ou sont-elles quelque chose qui demande à être négocié? D'une certaine manière, cette dimension verticale reprend donc la distinction classique en sociologie entre les relations sociales statutaires et les relations sociales contractuelles, c'est-à-dire entre les relations sociales déterminées par la nature du statut de l'agent et celles qui sont plutôt entérinées par l'accord des membres. Donc, par exemple, c'est une distinction qui est présente chez Durkheim ou Louis Dumont. Le diagramme place en haut les groupes où les règles d'interaction sont fortes, c'est-à-dire ceux où les règles statutaires sont les plus fortes. Le diagramme place en bas les groupes où ces mêmes règles sont faibles, c'est-à-dire ceux où les règles d'interaction sont davantage de type contractuel. Le croisement des deux contrastes dessine 4 différentes formes de vie sociale possibles. Laquelle ou lesquelles de ces formes nous intéressent ici? Où peut-on placer les groupes situationnistes dans le diagramme? Dès le départ, l'IS s'est constitué comme groupe d'avant-garde et comme groupe révolutionnaire. Dès le départ, il s'est donc doublement défini par son opposition à la société contemporaine. Comme groupe d'avant-garde, il se définissait contre les formes d'arrière-garde artistique. Comme groupe révolutionnaire, il se définissait contre la société qu'il cherchait à révolutionner. Ainsi, le groupe accordait une grande importance au contraste entre eux et nous. Il prenait soin de tracer des frontières claires entre eux et nous. S'il accordait beaucoup d'importance à ces frontières, c'est notamment parce qu'il craignait la récupération de son programme que la société pourrait opérer en l'acceptant partiellement. Pour cette raison, Guy Debord insistait sur l'importance de rejeter les acceptations partielles du programme situationniste. Dans une lettre, il écrit à ce sujet « Nous refusons que l'on reconnaisse certains de nous ou certains aspects de tels de nous ou certaines parts diluées de notre programme. » Fin de citation. De cette manière, le groupe rejetait à l'extérieur de ses frontières les gens qui auraient pu, dans d'autres circonstances, être acceptés dans une zone grise en étant considérés comme, disons, des sympathisants. Donc, dans les termes de l'analyse culturelle, l'IS était donc clairement un groupe fort. Comme groupe révolutionnaire opposé au poids des traditions, l'IS visait à contribuer à la construction d'une société adaptée à la liberté individuelle. Elle cherchait à préfigurer concrètement cette société dans son fonctionnement pratique. Les règles statutaires n'y étaient donc pas valorisées. Au contraire, elles étaient dévalorisées, rabattues sur des rôles, traités comme des masques inauthentiques. Bon, c'est particulièrement clair dans le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Vaneigem, par exemple. Donc, au sein de l'analyse culturelle, l'IS était donc un groupe où les interactions étaient très faibles. Si on revient à l'analyse culturelle, parmi les 4 formes de vie sociale distinguées, celle qui nous intéresse est celle où le groupe est fort, mais où les règles d'interaction sont faibles. La case donc située en bas à droite du diagramme. Mary Douglas appelle à un moment donné cette forme de vie sociale l'enclave. Examinons un peu plus en détail le fonctionnement des enclaves. Examinons plus précisément la manière dont elle tend à susciter certaines formes culturelles. Dans l'enclave, l'identité collective du groupe acquiert une importance primordiale. La faiblesse des règles d'interaction contribue même, d'une manière indirecte, à renforcer cette identité collective. L'absence de différences statutaires marquées entre les membres de l'enclave contribue en effet à faire de la seule différence existante, celle entre les membres et les étrangers, une différence primordiale et omniprésente. Cette faiblesse des règles d'interaction communes renforce l'identité du groupe de plusieurs manières. Premièrement, cette faiblesse des règles d'interaction en fait des outils rhétoriques peu pratiques pour les membres des enclaves. En effet, le membre de l'enclave qui cherche à se justifier ou à demander des comptes ne peut pas aisément le faire en invoquant des règles communes. D'une part, ces règles communes sont peu nombreuses et très générales. Par le fait même, elles sont confuses dans leur application. D'autre part, ces mêmes règles communes sont sujettes à être remises en question. Pour pouvoir espérer parvenir à se justifier aux autres ou à leur demander des comptes, le membre de l'enclave pourra plutôt compter sur l'invocation de son appartenance au groupe, donc s'appuyer sur le contraste entre eux et nous. Il pourra ainsi espérer parvenir à demander des comptes aux autres membres en remettant en cause l'authenticité de leur loyauté au groupe et à ses principes.
De même, il pourra espérer parvenir à se justifier lorsque les autres membres tentent de contraindre son action en proclamant l'authenticité de sa propre loyauté. Deuxièmement, cette faiblesse des règles d'interaction renforce aussi l'identité du groupe lorsqu'il faut sanctionner un comportement déviant. Lorsque des conflits entre membres de l'enclave escaladent au point où le groupe, dans son ensemble, juge approprié d'intervenir dans le conflit, quelles sanctions peuvent être appliquées au fautif, à celui des membres dont la loyauté lui semble effectivement défaillante? On a vu que les règles d'interaction sociale sont faibles et peu nombreuses dans l'enclave. Il en va de même des sanctions pouvant frapper les infractions à ces règles. Ces sanctions sont rares. Ainsi, dans un groupe où les différences de statut sont peu marquées, il n'est pas possible de punir le fautif en lui retirant ses privilèges, par exemple en le rétrogradant dans une chaîne de commandement. La sanction prédominante est donc l'exclusion du groupe. Elle présente notamment l'avantage de n'être pas contraire à l'égalité des conditions présentes dans les groupes caractérisés par des règles d'interaction faibles. Il y a Guy Debord, justement, qui vante la pratique de l'exclusion au regard de l'égalitarisme. Il écrit que la pratique de l'exclusion est absolument contraire à l'utilisation des gens. C'est bien plutôt les obliger à être libres seuls en le restant soi-même. Enfin, lorsque la déloyauté envers le groupe est la faute à sanctionner, l'exclusion du groupe est une sanction qui fait sens. Donc, en résumé, on peut dire que différentes actions des membres de l'enclave contribuent d'une manière non anticipée par eux à maintenir, voire à renforcer la force de l'identité collective du groupe. L'histoire de l'IS donne bien à voir l'importance pratique que les enclaves accordent aux accusations de déloyauté et d'exclusion. La plus grande part des membres de l'IS furent expulsés. Cette exclusion s'accompagnait souvent d'une réévaluation drastique, à la baisse évidemment, de la valeur des exclus. Arrêtons-nous un instant sur la manière dont les membres débattent entre eux en se référant à la loyauté au groupe. En raison de cette manière de faire, l'expérience des conflits dans l'enclave permet à chacun de ses membres de rencontrer plusieurs situations d'accusation de déloyauté, plusieurs situations d'exclusion de gens dont la loyauté a failli. L'expérience de vie dans l'enclave sensibilise donc à la possibilité de la déloyauté, de la tromperie. Elle sensibilise à l'existence d'une expression inauthentique de la vraie personnalité des trompeurs. Cette expérience dispose donc les membres à juger crédible l'idée que de telles formes de tromperie sont monnaie courante. On peut même dire que cette expérience, en sensibilisant les membres de l'enclave au danger que représente réellement l'action furtive et dissimulée de membres déloyaux, donne une importance cruciale à l'authenticité et que, d'une manière plus spécifique même, elle dispose les membres à juger crédibles différentes herméneutiques du soupçon. D'une manière un peu plus abstraite, on peut dire que ces situations d'exclusion révèlent un divorce entre l'extérieur et l'intérieur. Ce divorce apparaît de plusieurs manières dans ces situations d'exclusion. D'une part, comme divorce entre l'extérieur apparemment loyal et l'intérieur essentiellement déloyal des membres exclus. D'autre part, comme divorce entre l'intérieur pur qu'est l'enclave et l'extérieur corrompu de la vie sociale à l'extérieur de l'enclave. En excluant de l'enclave un membre jugé corrompu, on le renvoie donc à sa place appropriée, au monde extérieur corrompu. Ainsi, ces situations pratiques donnent implicitement à voir une correspondance entre différents contrastes extérieurs-intérieurs. Des contrastes qui sont tous structurés d'une manière analogue. Ainsi, ces situations présentent pratiquement, implicitement, le contraste entre les membres vraiment loyaux et les membres corrompus. Donc, ce premier contraste comme un microcosme du contraste entre l'enclave et les groupes sociaux situés à l'extérieur de l'enclave. L'expérience de vie dans l'enclave dispose donc les membres à juger crédible une conception globale du monde structurée par le contraste entre le mal extérieur et le bien intérieur. Par exemple, une conception du monde qui oppose l'individu naturel et authentique et la corruption de cet individu naturel par la déformation que lui impose la société ambiante. Revenons donc aux situationnistes et leurs théories. Peut-on reconnaître dans les théories des situationnistes les traits caractéristiques des conceptions du monde typiques de la forme de la vie qu'est l'enclave? Je crois que oui. On retrouve dans la théorie des situationnistes la correspondance entre différents contrastes entre le mal extérieur et le bien intérieur. Cette théorie situationniste traite plusieurs de ces contrastes comme des manifestations variées d'un seul contraste sous-jacent. Donc, par exemple,
il est intéressant de voir ce que les situationnistes affirmaient en 1962 en réponse à des accusations de sectarisme. Donc, la théorie situationniste, écrivent-ils, est dans le peuple comme le poisson dans l'eau. À ceux qui croient que l'IS construit une forteresse spéculative, nous affirmons au contraire, nous allons nous dissoudre dans la population qui vit à tout moment notre projet, le vivant d'abord, bien sûr, sur le mode du manque et de la répression. Fin de citation. Dans ce passage que je trouve particulièrement intéressant, les théories psychanalytiques sont utilisées pour affirmer d'une manière limpide l'idée d'une correspondance essentielle entre, d'une part, différents extérieurs, donc l'essence intérieure naturelle des individus, et l'intérieur de l'IS en tant que groupe, et d'autre part, différents extérieurs. Donc, d'une part, le refoulement de l'individu en lui-même, et d'autre part, les groupes sociaux extérieurs au groupe situationniste. Ainsi, l'enclave situationniste est conçue comme un espace qui exprime fidèlement la nature intérieure de l'être humain contre la négation de cette nature infligée dans la société extérieure. Donc, il y a une correspondance entre des éléments sociologiques et une anthropologie, si on peut dire. La théorie du spectacle elle-même reprend, elle aussi, les traits des cosmologies typiques des enclaves. Ici, j'ouvre une parenthèse. En raison de la complexité de la théorie du spectacle, je me livre à un aperçu très général de la question. Arrêtons-nous à la structure même du livre La société du spectacle. Il est divisé en 9 différents chapitres qui portent sur des sujets variés. Mentionnons certains de ces sujets. Le développement d'une société des loisirs, l'importance croissante de différents médias, l'apparition des banlieues, l'expérience du mouvement ouvrier révolutionnaire, l'expérience de différentes avant-gardes artistiques, la guerre froide, et ainsi de suite. Guy Debord insistait sur le fait qu'il ne fallait pas voir dans les différentes analyses, dans les différentes critiques, parce que les analyses sont autant d'analyses critiques, une simple juxtaposition de théories critiques ponctuelles et distinctes. Debord écrit à ce propos au paragraphe 11 du livre que pour décrire le spectacle, sa formation, ses fonctions et les forces qui tendent à sa dissolution, il faut distinguer artificiellement des éléments inséparables. On peut se demander ici quelle est la nature des liens entre ces critiques distinctes ponctuelles. Sans aucun doute, Debord décrit les différents phénomènes qu'il aborde comme autant d'aspects différents d'une seule et même aliénation de l'activité humaine. Qu'est-ce qui lie ensemble ces différentes critiques? Les métaphores qui reviennent d'un bout à l'autre de l'ouvrage dépeignent une dichotomie entre la réalité et l'illusion, l'essence et l'apparence, la vérité et le mensonge, la conscience et la fausse conscience. La société du spectacle est une société où les apparences ne concordent pas avec les essences. De cette manière, c'est aussi une société de la dépossession de soi. Autrement dit, la société du spectacle est une société de l'inauthenticité et de l'hétéronomie. Debord affirme par exemple que le spectacle est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience, qu'il est l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine comme simple apparence. Il constitue une objectivation infidèle de l'activité des gens. Le spectacle, qui soumet toute réalité à l'apparence, est la dernière étape dans le chemin qui dégrade l'être en paraître. Il est la manifestation générale d'une illusion effectivement réelle. En lui, on trouve une vie apparente sans profondeur, une misère qui se cache sous les masques. Le spectacle, cette nouvelle puissance de la tromperie, a transformé en mensonge les critiques passées. Debord écrit par ailleurs, par rapport non plus au spectacle, mais à la société du spectacle, que dans la société du spectacle se trouve opposé ce qui était directement vécu et la représentation du vécu. La société du spectacle est un monde de l'image autonomisée où le mensonger s'est menti à lui-même. Dans cette société, les propres gestes de l'homme ne sont plus à lui, mais à un autre qui les lui représente. La satisfaction y est une imposture, la communauté y est illusoire. La société du spectacle est une société de la falsification générale de la société, de l'organisation sociale du mensonge absolu, des apparences de la vie. Dans la société du spectacle, chaque individu devient incapable de reconnaître sa propre réalité. En elle, chacun ne parle qu'à des interlocuteurs fictifs. Donc, on pourrait continuer comme ça, multiplier les citations de l'ouvrage. En somme, on peut dire que le spectacle constitue une forme de tromperie, de dissimulation. Comme l'a justement remarqué Daniel Blanchard, la société du spectacle aurait pour vérité une société des coulisses. Il faut bien peser l'importance de ces passages qui expriment l'idée d'un contraste entre l'intérieur naturel et l'extérieur corrompu. Je l'ai dit, ces passages permettent de lier entre eux les différents chapitres de l'ouvrage. Ainsi,
Ces passages présentent l'idée d'une correspondance obscure entre différents contrastes partiels entre l'intérieur naturel et l'extérieur corrompu. Autrement dit, ces passages expriment précisément la conception du monde envers laquelle les enclaves disposent favorablement. L'importance de cette prédisposition est ici d'autant plus significative que le livre « La société du spectacle » ne s'attarde pas sur la nature du lien qui unirait ces différents contrastes, soit les différentes analyses ponctuelles, finalement. En fait, il semble même que ces métaphores soient les seuls éléments sur lesquels s'appuie l'idée d'une telle correspondance. De cette manière, la nature du lien entre les différents contrastes est davantage suggérée qu'explicitée. Ce qui, naturellement, ne peut que nous amener à nous interroger sur les éléments qui expliquent l'acceptation de cette idée d'une telle correspondance obscure. De là, l'intérêt d'une approche par l'analyse culturelle. Ce qui me permet d'arriver à la fin, à la question qui est mon point de départ. De quelle manière la théorie du spectacle pourrait-elle amener à être transformée avec la modification des gens qui l'utilisent? La théorie du spectacle joue aujourd'hui d'une certaine popularité auprès de gens qui ne sont évidemment pas membres d'enclaves. Ce fait ne vient pas pour autant rendre caduque l'idée d'une adéquation de cette théorie avec les enclaves, pour la simple et bonne raison que les théories ne nous indiquent pas comment on doit les utiliser. On a vu que les situationnistes pouvaient utiliser la théorie freudienne du refoulement à leur manière, en radicalisant le contraste entre intérieur et extérieur que cette théorie présente. Bon, en fait, d'autres personnes, donc des psychanalystes même, avaient déjà radicalisé ce contraste-là. De même, on peut se demander si les utilisateurs actuels de la théorie du spectacle sont aussi sensibles que les lecteurs situationnistes originaux à l'existence d'une correspondance obscure entre les différents contrastes partiels dépeints par l'ouvrage, et surtout, peut-être, s'ils s'accordent réellement leur créance à cette idée, s'ils s'engagent pratiquement envers elle, comme le faisaient les membres des groupes situationnistes. Merci beaucoup de votre attention. Merci pour cette pesée minutieuse qui entraînera, j'en suis sûr, quelques questions, Caroline. Caroline Lebrec, merci beaucoup pour tout cet aspect théorique dont je ne suis pas familière. Je voudrais revenir sur le premier point, sur un point précis de votre première partie, qui était l'exclusion du groupe, dans le groupe. Je réfléchis sur un groupe qui n'exclut pas. Donc, mais je ne pose pas une question par rapport à l'Oulipo, mais dans le cadre de cette théorie-là. À l'autre bord de l'exclusion, il y a la démission. Quand on fait partie d'un groupe qui n'exclut pas, mais si on a envie d'en démissionner, qu'est-ce qu'on fait? Et je voudrais savoir si cette question-là pourrait s'inscrire dans la théorie que vous avez présentée, qui ne m'est pas familière, autour de l'exclusion. Merci pour la question. Je ne suis pas certain nécessairement de la comprendre. Je vais essayer d'y répondre au mieux. N'hésitez pas à me relancer là, si j'ai mal compris. La théorie présente un contraste entre des formes idéales typiques. Donc, c'est évident qu'il n'y a aucune forme de vie sociale concrète qu'on peut ranger dans une des quatre cases purement et simplement. Mais si on pense, par exemple, à un groupe, il existe des groupes où, comment dire? Il existe des groupes où l'appartenance ne peut pas être remise en question. Évidemment, ce qui caractérise d'une certaine manière les sectes de la société contemporaine, c'est le fait que ce sont aussi des phénomènes qui reposent sur des normes sous-jacentes contractuelles. On décide de rentrer dans une secte. Bon, on peut remonter à la Réforme. Dans l'Église catholique, on est dans l'Église, puis on meurt dans l'Église, puis il n'y a pas d'engagement. Les protestants trouvaient extrêmement contestable cette idée. Il fallait, à un moment donné dans sa vie, s'engager envers l'Église par choix. Puis nous, on est quelque part les légataires de la Réforme, d'une certaine manière. Donc, pour en revenir à la question, ce qui caractérise des groupes qu'on pourrait opposer au groupe où l'exclusion a un grand rôle, ce sont des groupes comme, disons, l'Église catholique médiévale, où l'appartenance
au groupe et ne peut pas être remise en question. Au pire, on peut être relégué dans un endroit très, très désagréable, mais on demeure membre du groupe. Peut-être que je saurais sans doute mieux répondre si je connaissais le groupe Oulipo, mais je le connais à peu près pas, donc je ne suis pas nécessairement certain de voir le sens de la question. Mais le texte qui est un peu le texte que je mets en référence constitue une très bonne introduction si jamais vous étiez curieux. Ouais. Silvano Santini, une question théorique. Je me suis toujours posé la question comment conceptualiser ce qui est la force un peu du groupe d'avant-garde, une espèce d'individualisme absolu revendiqué, mais en même temps voulant être joué dans une communauté. Donc, des individus donc, qui veulent être eux-mêmes, qui veulent s'appartenir totalement, mais en même temps qui se laissent aussi porter par une communauté, qui veulent créer un commun. Donc, je me suis toujours demandé comment la sociologie va arriver pour finalement conceptualiser une telle chose. J'ai trouvé plus peut-être chez Patochka, chez la communauté des ébranlés, ou enfin des idées de communauté beaucoup plus poétiques, je dirais, pour arriver à rendre compte de cette individualité dans une communauté. Je me demande si la contribution de Mary Douglas avec ce concept d'enclave ne nous permettait pas là tout à coup d'avoir un concept qui finalement serait sociologique et qui nous permettrait de comprendre finalement cette force individuelle mais qui se vit en communauté. Là, je me sens déjà un peu plus à l'aise. Parce que, bon, un de mes objets d'étude, c'est l'individualisme dans les sociétés contemporaines. Puis, je crois le paradoxe d'une société individualiste, c'est une société... Parce que, évidemment, l'individualisme n'en reste pas à la simple affirmation de soi. Je me rappelle plus qui mentionnait que l'individualisme, c'est un phénomène d'ordre social. Je me rappelle peut-être Louis Dumont ou Durkheim, j'ai oublié. Enfin. Mais bon, pour en venir au point... l'individualisme n'est pas simplement une conception de l'individu, c'est aussi une conception des individus entre eux, puis du type de société qu'ils peuvent construire entre eux, qui répondent à leurs aspirations individuelles. Donc, c'est loin d'être un phénomène simplement typique des avant-gardes. Dans, par exemple, l'idéologie allemande de Karl Marx, Marx a écrit un passage, mais en fait, c'est coécrit avec Engels, mais donc il y a un passage fabuleux où il explique très clairement que la société communiste est la société où rien ne subsiste en dehors des relations entre les individus. Donc, même au-delà de Marx, je crois qu'on peut remonter à l'imaginaire des sociétés contractuelles, qui sont très connues là, à l'époque moderne, où toutes sortes de penseurs politiques commençaient à se dire, peut-être que la société était construite par un contrat. Les gens se sont rencontrés, puis on se sont dit, faisons une société. Ah, oui, excellente idée. Donc, parce qu'on y pense 2 secondes, puis c'est une idée extrêmement bizarre, le fait de dire que les gens se soient rencontrés pour créer une société. Mais si au-delà de la question de la vérité historique des théories du contrat, on se demande pourquoi ça a été fait, il y a tout un imaginaire de, justement, l'élaboration d'une société conforme aux aspirations des individus. Donc, aux aspirations que les individus ont avant même d'entrer avant toute forme de société. Ce qui est une conception, évidemment, extrêmement individualiste de l'individu. Donc, peut-être pour en revenir finalement à la question, j'ai l'impression que les avant-gardes artistiques, quoiqu'elles se conçoivent souvent comme en opposition radicale avec leur société ambiante, d'une certaine manière, paradoxalement, exacerbent des normes et valeurs communes de ces mêmes sociétés. Évidemment, d'une manière très créatrice et dans des directions indéterminées. Pour en venir à la question une deuxième fois, parce que je tourne en rond, j'ai l'impression que Louis Dumont, dans Homo Equalis, donc qui est une analyse en termes sociologiques de l'œuvre de Marx, peut fournir des éléments extrêmement utiles sur cette question-là, ou peut-être les ouvrages de Charles Taylor sur les imaginaires sociaux contemporains. En ce qui concerne, par contre, l'analyse culturelle de Mary Douglas, j'ai l'impression que ce qui est intéressant dans le modèle qu'elle propose,
c'est que nous montre bien, en fait, le modèle s'appuie sur la nécessité de règles sociales, puis l'enclave, d'une certaine manière, nous montre ce qui se produit lorsque des gens prétendent se rassembler entre eux en dehors des règles sociales. Ils doivent nécessairement les retrouver selon le modèle qu'il a créé pour différentes raisons. Je me suis attardé ici sur l'aspect rhétorique, le fait que pour des raisons rhétoriques, il doit exister des règles communes, mais on pourrait l'aborder par d'autres angles aussi. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Ouais. Merci pour cet exposé, Jean-Christophe Angot. En fait, j'avais une question un peu précise en fait sur l'extrait que vous avez cité du numéro 7 de l'Internationale situationniste de 62, sur le fait que les individus vivaient le projet situationniste d'abord sur le mode de la répression. Et en fait, c'est une question que je me posais notamment par rapport au schéma que vous avez évoqué, donc de l'intérieur et de l'extérieur, hein, disons du chiasme d'une certaine manière qu'il y avait entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y avait l'intérieur de l'IS et l'extérieur, et puis l'intérieur des individus et ce qui vivait extérieurement. Alors, c'est peut-être un point en discussion en fait sur cette citation que vous avez faite. Lorsqu'ils évoquent la répression, je suis pas certain qu'ils l'évoquent en un sens étroitement psychanalytique et sur le mode d'une inférence à ce qui serait l'intérieur des individus. Je crois qu'ils font référence à des choses extrêmement concrètes, notamment au début des années 60, où le groupe, disons, a un discours beaucoup plus expressément politique. Ils font référence par exemple à la répression des conseils ouvriers en Hongrie. Ils font référence à la répression des grèves, au rôle que peuvent jouer les syndicats dans la répression de mouvements sociaux plus spontanés. Donc j'ai l'impression que leur attitude est aussi de désigner non pas des mouvements intérieurs qui resteraient cachés, mais au contraire de se réclamer d'un certain nombre de manifestations extérieures qui sont des protestations contre la répression, et que c'est en cela peut-être qu'ils sortent un peu de ce schéma clivé. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, je crois que lorsqu'il est question, par exemple, je crois qu'il faudrait peut-être plus parler de refoulement que de répression au sens propre, mais en fait, même lorsque chez Freud il est question de refoulement, il y a tout de suite une référence à des refoulements concrets extérieurs. Freud introduit l'idée du refoulement en parlant du censeur russe, qui barbouille les passages à barbouiller. Donc, comment dire, l'idée que chez un individu, dans l'intérieur de la vie psychique de cet individu, donc dans les profondeurs de son inconscient, il y a un refoulement qui se produit. Et déjà, cette idée-là est modelée sur des refoulements concrets, pratiques, observables. C'est ce qui permet de concevoir d'une manière un peu plus précise la nature du refoulement postulé dans l'individu. Quand les situationnistes élaborent, font le petit passage, là, nous sommes des poissons dans l'eau, il faut se rappeler ça dans le contexte. C'est certain qu'au début des années 60, il y a une activité politique, il y a des grèves, ils escomptent un redépart du mouvement ouvrier qui permettent d'éviter les travers du premier mouvement ouvrier, disons, donc, entre la première internationale puis, disons, la révolution en Espagne, là, par exemple. Cela étant, il faut se replacer, donc, par exemple, le mouvement ouvrier révolutionnaire que les situationnistes observaient est absolument pas comparable, par exemple, à celui qu'on pouvait avoir à l'époque glorieuse de la Deuxième Internationale ou en 1920, etc. Il y a eu différents phénomènes, puis surtout peut-être le phénomène de l'embourgeoisement de la classe ouvrière qui, pour beaucoup de marxistes, a été une forme de, une remise en question, a amené une remise en cause drastique du projet révolutionnaire. Donc, ce qui est problématique, c'est pas tant l'obstacle extérieur au mouvement ouvrier que le fait que le mouvement ouvrier lui-même s'échoue, semble perdre ses forces, voire de l'intérêt pour la chose révolutionnaire. C'est dans ce contexte-là, donc, depuis les années 20, puis c'est présent chez Lukács, chez Reich, chez tout ça, que se développe une théorie de la fausse conscience. De dire, les ouvriers autour de nous ne semblent pas intéressés par le projet qu'on leur propose, mais intérieurement, ils le sont vraiment. Puis, c'est compréhensible. D'une part, c'est une théorie ad hoc qui sert à faire en sorte que la théorie continue d'expliquer les phénomènes. Puis, par ailleurs, ça encourage les troupes, quoi.
Mais je sais pas, peut-être que je me suis garé par rapport à... Est-ce que ce que vous décrivez, du coup, c'est pas plus proche de ce qu'on trouve chez Marcuse, avec l'idée qu'il y a une intégration réussie finalement de la classe ouvrière? Enfin, idée que Marcuse va finir par contester, puis que les situationnistes contestent en plus à l'époque, où justement, enfin, peut-être que la différence elle est là, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il parle de répression et pas de refoulement. Il y a l'idée que précisément que l'intégration n'a pas réussi, qu'il y a des nouveaux barbares qui arrivent, qu'il y a il y a les émeutes de Watts, qu'il y a les révoltes de la jeunesse, donc qui d'une certaine manière se sentent dans la société de consommation un élément étranger finalement, et qui vont la ruiner de l'intérieur. Donc il y a cette idée quand même en tout cas il y a un pari de la part des situationnistes sur le fait que la classe ouvrière n'est pas intégrée, que la répression va échouer, Il va y avoir un retour du refoulé. Qu'il y a des manifestations dont on peut se réclamer parce qu'elles sont la préfiguration, disons, d'une révolution, disons, Debord parle du deuxième assaut prolétarien contre la société de classe. Oui, tout à fait. C'est une extrapolation, en fait. Il y a les émeutes de Watts, etc. Puis on dit, prenons ces phénomènes-là, puis imaginons imaginons un phénomène à l'échelle 1000, puis c'est la révolution mondiale. Par ailleurs, il y a le modèle très, thermodynamique que propose Freud, c'est-à-dire l'esprit, c'est comme une espèce de cave avec de la chaleur, puis si on pèse trop, ça va rebondir, quoi. C'est très pratique pour des révolutionnaires qui attendent la révolution. Je ne sais pas ce que je réponds à la question. Ouais. Merci beaucoup.